Bonjour. Donc aujourd'hui, on va traiter les deux exercices de la série 4 sur les propriétés mécaniques des solides élastiques et propagation d'ondes. Dans le premier exercice, on a un parallélépipède rectangle de dimension A, B, L comme le montre la figure. Ce cristal, il est homogène et isotrope. On exerce sur la face S qui est égale à A fois B une force collinéaire à X. Sa longueur varie de θ, ce qui entraîne une contraction relative des dimensions latérales. Telle que, donc ici on a la variation de A par rapport à A égale à la variation de B par rapport à B, donc on a une compression. On considère que la condition d'équilibre est vérifiée. Première des choses, on vous demande de rappeler la loi de Hooke liant les déformations et les contraintes. Donc la loi de Hooke, elle s'écrit de cette manière-là, où sigma ik, ça correspond au tenseur de contrainte. Les ULM, ça correspond au tenseur de déformation. Et bien sûr, le CIKLM, c'est le tenseur des modules d'élasticité. Ça, c'est la loi de Hooke. Dans la deuxième question, on vous demande de donner le tenseur des modules d'élasticité en prenant en considération que le cristal est isotrope. Donc, première des choses, le tenseur CIKLM, c'est un tenseur d'ordre 4. Et puisqu'on travaille à 3 dimensions, donc les coefficients d'élasticité, c'est 3 puissance 4, ce qui donne 81 nombre de constantes dans le tenseur d'élasticité. Donc 9 fois 9. Première des choses, on sait très bien que le tenseur est symétrique, ce qui réduit, donc ça veut dire le CIKLM égale à CKLM égale à CKIML et égale à CIKML. Donc là, on est en train de permuter les indices de 1 à 2. Ceci réduit le nombre des constantes dans le tenseur à 36. Ça veut dire 6 fois 6. Maintenant, on a un corps cristallin. Un corps cristallin, toujours, c'est un corps symétrique, où le tenseur est toujours symétrique. Donc, on aura 21 éléments indépendants. On va voir ceci comme ça. Donc, regardez. Donc là, ça s'est réduit à 36 éléments indépendants. Donc maintenant, c'est un corps cristallin. Ça veut dire qu'il y a une symétrie par rapport à la diagonale. Le C12 égale à C2A, le C13 égale à C3A, ainsi de suite. Donc, on aura des constantes égales à 2 à 2 à part la diagonale. Si on fait le compte de tout ce qui est en noir, on va retrouver 21 éléments indépendants. C'est toujours un tenseur de 6 fois 6, mais il y a 21 éléments indépendants. Maintenant, c'est un corps isotrope. Le corps isotrope présente les mêmes caractéristiques physiques dans toutes les directions, sur la direction X, Y ou Z. Ça veut dire que le C11, c'est lui-même C22 et c'est lui-même C33. Donc, en plus, le C12, c'est le C13, c'est le C14 égale à C23. Et les derniers, les C44, les C55 et les C66, c'est les mêmes. Donc, si je fais le compte, je vais retrouver 3 éléments indépendants. Or, si on va utiliser d'autres expressions, on va retrouver le C44 en fonction de C11 et C12. Ce qui réduit le tenseur d'élasticité, le tenseur des constantes élastiques à 2 éléments indépendants qui sont le C11 et le C12. Pour le C44, vous pouvez le voir au cours. Vous allez trouver la relation liant le C11 et le C12 par rapport aux constantes de la main. Maintenant, la troisième question. On vous demande d'écrire les relations liant les contraintes et les déformations, mais en fonction des modules d'élasticité. Donc, on réécrit la loi de Hooke, liant les déformations et les contraintes. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va remplacer le IK par X, Y et Z. On va commencer par le sigma XX. Si je prends le sigma XX, ça veut dire le IK ne change pas. Ce qui va changer, c'est LL. Donc, le CXX, X, X, U, XX. Donc, le premier terme. Le CXX, Y, Y pour UL. Et la même chose pour le dernier terme. Par contre, si je prends le X, X, Y, c'est 0. Parce qu'on a vu avant, regardez, le tenseur de
tenseur d'élasticité, de tenseur des constantes élastiques, regardez, il n'y a pas autre terme que le C11, le C11, 12, 33, C12, C13, C14, C23 et C4, 4, 5, 5, C6. Tout ce qui reste, c'est 0. Donc c'est pour ça que ici, on va retrouver que ces trois termes-là. La même chose pour le CYY et la même chose pour le CZZ. Bien sûr, il faut tenir compte que le XX c'est 1, YY c'est 2, 3 c'est ZZ, ainsi de suite. Donc, regardez, si je prends le XX, XY, XX c'est 1, XY c'est 6. Donc, il n'y a pas de tenseur des constantes C1, 6. Le C1, 6 égale à 0. C'est pour ça qu'il n'y a que ces termes qui restent. Et bien sûr, puisque la déformation ou la compression, elle est la même selon la direction Y et Z, après l'exercice bien sûr, donc la première expression se réduit à celle-là, la deuxième à celle-ci, et la troisième à celle-ci. Et bien sûr, on remarque bien le sigma YY égale à sigma ZZ. Donc, la deuxième et la troisième expression, c'est la même. Bon, maintenant, dans la quatrième question, on vous demande de déduire les expressions du module de Young E et le coefficient de Poisson. Le module de Young, ce n'est que le rapport entre la contrainte selon X perpendiculaire à X sur la déformation selon X sur la face perpendiculaire à X. Par contre, le coefficient de Poisson, c'est le rapport entre les déformations selon Y et X. Bien sûr, je peux même avoir selon Z parce que Y et Z, c'est la même chose. Donc ça, c'est le coefficient de Poisson. Donc, on a une force collinéaire à X. Ça veut dire qu'elle se dirige selon l'axe des X. Donc, j'ai pas de déformation selon Y et Z. Je sais bien que la déformation, elle a une relation avec la force. Donc, les deux dernières expressions se réduisent à celle-là. Donc, sigma YY égale à sigma ZZ égale à 0, ce qui donne cette expression-là qui va nous permettre d'avoir la relation entre la déformation selon Y et la déformation selon X, ce qui donne le coefficient de Poisson. Bien sûr, ce moins va s'annuler, parce que ce moins va s'annuler avec celui-là, ce qui donne le sigma C12 sur C11 plus C12. Maintenant, si je remplace le YY dans la première expression, la première nous donnera la relation entre la contrainte selon Y et la déformation selon X. Et bien sûr, ça me permet d'avoir le module de Young qui s'écrit sous cette forme. D'accord? Donc maintenant, dans la cinquième question, on vous demande d'expliciter le coefficient de lamé, lambda et mu en fonction de E et sigma. On vous donne F sur S, donc la force par rapport à la surface, c'est lambda, la variation du volume, plus 2 mu, la variation de la longueur. Bien sûr, on vous dit delta de V sur V représente la variation relative du volume du cristal. Donc, on a la déformation ou la contrainte sigma XX, ce n'est que la force appliquée selon X sur la surface perpendiculaire à X. Et on a le UXX, c'est la variation de la longueur par rapport à la longueur initiale. Et, comme dernière information de l'exercice, on a UY, la déformation selon Y égale à la déformation de Z, et est égal à la variation de A par rapport à A et la variation de B par rapport à A. Donc ça, c'est une donnée. On avait déjà trouvé sigma XX égale à C11 plus XX plus 2 C2 UYY de la question, je pense, 3. Donc, F sur S, je remplace le sigma XX, c'est C11 delta L sur R, je remplace le XX, et je remplace aussi quoi, le UYY. D'accord? Donc, si je remplace, donc qu'est-ce que j'aurai? En plus, j'ai la variation du volume qui est égale à la variation de M, donc la variation selon X, la variation selon Y et la variation selon Z. La variation selon X et la variation selon Z, c'est les mêmes. Donc, j'obtiens la variation relative du volume,
c'est la variation de la longueur par rapport, relative de la longueur, plus 2 fois la variation de A par rapport à A. Donc, 2 delta A sur A, ça vous donne ceci, et je remplace dans l'expression de F sur S, ce qui donne cette expression de F sur S. D'accord? Donc, là, j'ai fait apparaître delta L sur L et delta V sur V comme l'expression donnée dans la question 5. Maintenant, par identification, j'obtiens lambda CC12, celle qui est devant la variation relative du volume, et 2 mu égale à C11 moins C12. Et je peux même retrouver la relation des deux constantes de Lamé par rapport à C11. Donc là, je retrouve lambda en fonction de E et sigma, et mu en fonction aussi de E et sigma. Je peux introduire le C12 et le C11 dans les deux expressions qu'on avait retrouvées dans la question 4. Donc voilà lambda, c'est C12 et C11. Donc voilà les expressions qu'on avait retrouvées pour le coefficient de Poisson et la constante plutôt la constante de Poisson et le module de Young. Donc si je remplace ces deux-là, je vais retrouver le sigma en fonction des constantes de Lamé et eux aussi en fonction des constantes de Lamé. Bien sûr, ce point d'interrogation, c'est lambda. Il faut faire très attention. Donc, ceci nous permet d'avoir lambda et mu en fonction de E et sigma. Donc, celle-là, c'est sigma en fonction des constantes du module d'élasticité. Ça, c'est sigma en fonction des constantes de Lamé. Par contre, maintenant, c'est les constantes de Lamé en fonction des modules de Young et de la constante de Poisson. Bien sûr, là, c'est des trucs mathématiques. Sixième question, on vous dit que le cristal est soumis à une pression hydrostatique, d'état de P, qui entraîne une variation de volume d'état de V, donnez l'expression du coefficient de compressibilité xi en fonction des constantes de Lamé, lambda et mu. Donc, premièrement, je sais que xi, c'est moins 1 sur V, la variation du volume par rapport à la variation de la pression. On a un allongement, donc le module de Young, c'est sigma x sur x xx, et le coefficient de Poisson, c'est moins u égale y sur u xx. Le coefficient, donc j'obtiens la contrainte en fonction de la déformation, ce qui donne, puisque là, uxx, c'est delta L sur L, ce qui donne delta L sur L, c'est sigma xx sur L. La deuxième expression nous permet d'avoir delta A sur A. Le but ici, c'est de retrouver la variation du volume par rapport au volume. D'accord? Donc, on a la variation du volume par rapport au volume, c'est delta L sur L plus 2 delta A sur A. C'est pour ça qu'on a essayé de retrouver ces deux expressions. Je vais remplacer les expressions trouvées dans l'expression du volume et ceci nous permet d'écrire delta de V 1 moins de sigma F sur ES. Bien sûr, on a remplacé sigma XX par F sur S. Maintenant, dans cette question-là, on vous dit une pression hydrostatique. Une pression hydrostatique, ça veut dire toutes les forces appliquées sur le cristal sont perpendiculaires à la surface. Ces forces-là sont normales. Elles sont dirigées vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a une compression. Donc, elles sont négatives par rapport au vecteur donnant le vecteur surface, par rapport au vecteur surface. Donc, delta de V, si j'ai trois forces appliquées, une selon X, une selon Y et une selon Z. C'est une force, je dis bien pression hydrostatique. Pression, je répète, pression hydrostatique, ça veut dire que j'ai une force, j'ai trois forces, des forces selon les trois directions perpendiculaires aux surfaces. D'accord? Donc, si j'ai ici plus, donc la force selon une direction I, c'est moins SI delta de P. Donc, si je remplace, je vais retrouver delta de V sur V, c'est 1 moins de sigma, 1 sur E, et là, F sur S, c'est delta de P, ainsi de suite. Si je prends F x égale à moins S x delta de P, F y égale à moins S y delta de P, et Fz égale à moins S z delta de P. Donc, si je remplace, je retrouve la variation relative du volume. D'accord? Donc, je sais que xi c'est moins 1 sur delta de P delta V sur V.
j'ai juste inversé entre les positions de V et la position de delta de P. Le delta de V sur V, je l'ai. Donc, si je remplace ceci dans l'expression, le delta de P et le delta de P va s'annuler et je retrouve mon xi en fonction de sigma et 1 sur 2. Donc si je le veux en fonction des constantes du tenseur d'élasticité, donc c'est cette expression xi, c'est 3 sur C11 plus 2 C2. Ou bien en fonction du coefficient de Poisson et des modules de Young, ou bien en fonction des constantes de plutôt des constantes du tenseur d'élasticité. D'accord?